Donc cette première moitié de présentation, donc je voulais vous montrer comment on pouvait mettre en œuvre GNU Radio. Et je voudrais vraiment bien insister sur le fait que tout ce que je vous montre sur des signaux virtuels marche avec des signaux physiques tels que le fait mon récepteur. Alors, j'ai été pris par surprise quand je vous ai fait la démonstration auparavant. Je voulais juste vous remontrer que quand on exécute comme ça sur le récepteur radio, on a bien voilà, donc j'arrive bien à détecter en temps réel. Voilà, je voulais vous montrer qu'on recevait en temps réel le signal audio-fréquence et que tout ce que je vous montre sur des signaux en post-traitement marche de la même façon sur des signaux en temps réel, mais avec l'avantage que quand on enregistre les signaux dans un flux, dans un fichier IQ, on peut relancer le traitement de signal autant de fois qu'on veut et donc perfectionner ces techniques de traitement du signal. Donc on a conclu la première moitié de cette session par la capacité à comprendre comment démoduler une station FM, à recevoir une seconde station qui était acquise dans la bande passante d'échantillonnage et qu'on peut généraliser au fait que si on a acquis toute la bande FM telle que l'exemple de fichier que j'ai reçu de votre enseignant, eh bien on peut démoduler toutes les stations FM simultanément. Et donc, on a fini à la fin par recevoir les deux stations en même temps. Et parmi les questions qui ont été posées était pourquoi je filtre avant de décimer. Et je voudrais vous montrer un problème, enfin quelque chose qui a été présenté par Tom Rondeau. Tom Rondeau est maintenant est directeur de projet à la DARPA aux États-Unis et il a été longtemps le mainteneur de GNU Radio. Et dans sa présentation en 2016 au FOSDEM, il a fait une très belle présentation sur l'histoire des transmissions FM et en particulier des transmissions pirates et des aspects sociaux associés aux émissions pirates à New York. Et en fait, il a présenté un effet qui s'appelle l'effet capture de la FM que je voudrais vous illustrer et qui vous permettra peut-être de comprendre pourquoi toutes les transmissions aéronautiques aujourd'hui sont en AM. Ça fait plus de 60 ans que toutes les communications sont soit passées en FM par souci d'efficacité et d'immunité au bruit, tel qu'on vient de le voir, ou avec des modulations plus complexes de modulation en phase depuis les années 60. Et pourtant, les avions continuent à systématiquement transmettre des informations en modulation d'amplitude. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, ce que je vais vous montrer, avec, encore une fois, ces deux chaînes de traitement peuvent paraître impressionnantes à première vue, mais on va les faire ensemble, étape par étape. Je vais vous montrer comment on va mettre en place toute cette chaîne de synthèse. Et à la fin, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'effet capture. En anglais, c'est le capture effect. L'effet capture de la FM, c'est que on a mentionné que dans la version analogique, un détecteur FM est en fait un convertisseur fréquence-tension dans lequel un oscillateur contrôlé en tension, un VCO, cherche à s'asservir sur le signal qu'il a reçu et les variations lentes de fréquence sont corrigées de façon à faire suivre l'oscillateur local les fluctuations de l'oscillateur distant et les fluctuations rapides sont les messages qu'on veut transmettre et donc qui ne sont pas dans la bande de rétroaction. Et en fait, si vous avez un VCO, un oscillateur contrôlé en tension qui s'accroche sur une station FM, il ne peut pas s'accrocher sur une deuxième. Et l'effet capture de la FM, c'est que seule la station FM la plus puissante dans votre bande d'analyse va dominer la démodulation. Et donc pour répondre à la question qui m'a été posée, pourquoi je filtre avant de décimer, eh bien si en décimant j'amenais plusieurs stations FM dans la bande de base, c'est la plus puissante qui serait démodulée et les autres seraient simplement atténuées et je ne les démodulerai pas du tout. En fait, ce n'est même pas qu'elles sont atténuées, c'est qu'elles ne sont pas du tout détectées. L'oscillateur contrôlé en tension ne peut s'accrocher que sur une seule station FM. Alors ça, en aéronautique, ça serait dramatique parce que imaginez qu'un avion est en détresse mais qu'il soit loin de la tour de contrôle et qu'il fasse des appels à la tour de contrôle alors qu'un avion plus proche est en train de communiquer.
eh bien la tour de contrôle n'entendrait simplement pas l'avion en détresse parce que l'avion le plus proche, qui est le plus puissant, couvrirait l'émission distante et en fait, la tour de contrôle n'aurait aucune façon de savoir que l'avion en détresse, lointain, est en train d'essayer de l'appeler. Au contraire, je vais vous montrer dans les exemples qui vont suivre que en modulation d'amplitude, vous avez toujours un petit peu des deux signaux. Quand vous avez deux stations AM, vous allez entendre un petit peu la station AM la plus lointaine, beaucoup plus la station la plus proche, mais au moins la tour de contrôle va entendre qu'un avion distant essaye de le contacter pour informer de la détresse et va pouvoir demander aux avions les plus proches de cesser les communications pour laisser l'avion le plus lointain finir ses échanges. Donc voilà, à ma connaissance, la raison pour laquelle l'aéronautique continue à communiquer avec des modulations AM, c'est que l'AFM serait de meilleure qualité, mais ne permettrait pas à l'avion le plus lointain de communiquer si un avion proche est en train de parler, parce que l'effet capture indique que seule l'émission la plus puissante va être détectée par le récepteur. Donc je vous propose qu'on utilise cette histoire comme prétexte pour utiliser GNU Radio et pour mettre en place les chaînes de traitement associées à GNU Radio. Donc, on a déjà fait l'émission FM, donc je vous propose qu'on commence par regarder comment on fait pour faire une modulation AM. Et en fait, ça va peut-être répondre aussi à la question de votre enseignant qui me posait la question entre modulation et convolution. Eh bien, on va essayer de mettre en pratique une modulation AM et on va voir comment elle se distingue des autres méthodes de traitement. Donc voilà une feuille blanche de GNU Radio. Cette fois-ci, je vais faire le contraire. Je vais déjà sauver le nom, comme ça c'est fait. On va sauver ça comme émission AM. Et on va donc se donner un exemple dans lequel on va transmettre un signal modulé en amplitude qu'on va simuler. Alors, comment faisons-nous un signal modulé en amplitude? Lorsque vous voulez transmettre un signal modulé en amplitude, vous devez d'abord commencer par avoir une porteuse. Quand vous écrivez l'expression d'une modulation en amplitude, vous avez une porteuse multipliée par A de t, si je reprends mon transparent, et A de t est l'amplitude. Donc en fait, vous avez la porteuse sinus de 2pi fc fois t que multiplie m de t le module ou l'amplitude, et cette amplitude va être de la forme 1 plus, si je prends par exemple encore une fois la décomposition en série de Fourier, grand M cosinus du 2pi, le signal à composante de Fourier FM, et M va être ce qu'on appelle l'indice de modulation. Donc en fait, dans le cas maximum, M est égal à 1 et votre sinusoïde va s'annuler à chaque fois que le cosinus ici va passer à 0. Donc ça, c'est quelque chose de peu judicieux parce que ne pas émettre un signal, c'est quelque chose qui ne peut pas se distinguer d'un dysfonctionnement de l'émetteur. Et puis au contraire, si vous mettez un grand M faible, vous allez avoir une toute petite variation de l'enveloppe de la porteuse et la profondeur de modulation va être faible et la qualité de réception va être médiocre. Donc en jouant sur l'amplitude de M compris entre 0 et 1, vous allez pouvoir jouer sur l'indice de modulation et donc de combien le signal transmis va fluctuer. Donc, étant donné qu'il faut déjà une fréquence porteuse, FC, eh bien, commençons déjà par fabriquer la porteuse. Donc, on prend dans la loupe, de nouveau, un signal source. Et ce signal source, c'est quelque chose qui a cette forme-là, c'est-à-dire un signal dans lequel je vais générer la porteuse. Alors ici, c'est une porteuse, on va voir. Alors, si je prends une porteuse à 32 kHz, si je prends un échantillonnage à 32 kHz avec une porteuse à 1 kg, ça veut dire que le signal va être très faible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplacer. Je vais dire que ma porteuse est à 32 kHz. Et puis, si je veux une porteuse à 32 kHz, forcément, il me faut une fréquence d'échantillonnage pour respecter le théorème de Shannon beaucoup plus élevée. Donc, mettons, on va faire comme avant, on va se donner 500 kHz de bande passante, de fréquence d'échantillonnage pour largement échantillonner le signal qui est ici.
Donc on va générer ce signal et une porteuse va être multipliée par un signal que je vais moduler. Donc ça c'est la porteuse et je vais avoir une information que je cherche à transmettre. Donc je vais prendre une source de signaux que je cherche à envoyer. Donc ça par exemple à 1 kHz, ça veut dire que je veux transmettre à un utilisateur distant l'information à 1 kHz qui est la modulation. Donc en fait, l'information que je cherche à envoyer, ben, c'est probablement une information réelle parce que je cherche à envoyer une tension. Et une tension, on ne sait pas ce que c'est une tension imaginaire, encore une fois. Donc en fait, je voudrais prendre, toujours dans l'expression ici, la porteuse multipliée par le signal transmis. Donc là, je viens de fabriquer mon signal que je cherche à transmettre, FM égale 1 kHz dans mon exemple, et je cherche à moduler la porteuse, FC, qui, dans mon exemple, est le signal à 30 kHz. D'accord ? On voit qu'on a fabriqué ces deux sinusoïdes qui sont les deux sinusoïdes. Alors, je vous mets en garde... c'est toujours utile de regarder sur un oscilloscope ce qu'on génère. Si je commente ce bloc et je regarde sur un oscilloscope, donc maintenant vous savez, l'oscilloscope c'est le Qt Time Sync, donc je tape time dans la loupe. Et c'est intéressant de regarder à l'oscilloscope ce qu'on nous envoie. Donc en fait, j'ai un signal à 1 kHz d'amplitude unitaire. Et donc, si je veux regarder ce signal à l'oscilloscope, je peux les connecter. Alors rappelez-vous, comme d'habitude, si je n'ai pas de puits physique, il faut que je mette un bloc d'accélération pour être sûr que GNU Radio ne sature pas le processeur. Donc j'introduis un bloc d'accélération dans ce petit exemple simple que je double-clique pour le mettre en flottant parce qu'il faut une cohérence dans les chaînes de traitement. Et donc là, je vais juste vous montrer rapidement que c'est utile de vérifier la nature du signal qu'on est en train de transmettre. Donc je vais sauver ça rapidement dans un fichier. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que la sinusoïde à 1 kHz qu'on génère d'amplitude 1, elle est tantôt négative, tantôt positive. Et ça ne répond pas à l'exigence d'une modulation M. Donc voilà, on voit la sinusoïde qui varie entre plus 1 et moins 1. Et ça ne va pas aller parce que si vous regardez les transparents, vous voyez que le terme de modulation, j'ai une sinusoïde et puis je veux la faire varier de quelque chose de 1 plus m cos de pi-ft. Donc il faut que ça soit quelque chose de plus grand que 1 pour s'assurer que la sinusoïde n'est jamais annulée. Donc pour ce faire, eh bien, je vais rajouter un offset, l'offset qui est unité ici, et le taux de modulation, c'est l'amplitude. Si par exemple je prends un taux de modulation de 0,5, on va voir qu'on va avoir, on va regarder ce que ça donne, j'ai pris un offset de 1 et une amplitude de 0,5, et vous allez constater que ça va me faire un signal qui ne s'annule jamais, si je fais autoscale. Vous voyez maintenant que j'ai un signal dont la plus petite valeur c'est 0,5, la plus grande valeur c'est 1,5, et de cette façon, je vais pouvoir multiplier la sinusoïde avec cette valeur qui ne s'annule jamais. Et donc, de cette façon, je vais pouvoir générer mon signal modulé. Donc, voilà l'information que je cherche à porter. C'est l'information, par exemple, audio-fréquence que je cherche à envoyer vers un utilisateur. Donc, maintenant, il faut que je multiplie la porteuse par ce signal. Donc, en fait, si je regarde, j'ai mon signal 1 plus m cos, le signal d'information, le signal modulant que je veux émettre, donc c'est ce que je viens de fabriquer à l'instant, m égale 0,5, je viens de rajouter le offset de 1 et j'ai le terme cosinus de 2πfm fois t, et maintenant il faut que je multiplie la porteuse. Alors, la seule petit piège, c'est que pour multiplier, si je cherche le bloc de multiplication, il existe bien, multiply, et si je mets la multiplication, vous constatez que lorsque je vais vouloir multiplier la porteuse par la source, j'ai un problème, c'est que ici j'ai un flottant et ici j'ai un complexe. Et je ne peux pas faire la multiplication d'un flottant par un complexe. Donc il faut que je transforme ce flottant en complexe. Et pour ce faire, eh bien, j'ai un bloc. Si je tape dans la loupe complexe, je constate que j'ai un bloc qui s'appelle flottant vers complexe, float to complexe. Et ce float to complexe, il me permet d'attribuer une partie réelle et une partie imaginaire à un complexe en sortie, et qui va me permettre d'avoir deux complexes pour alimenter mon bloc multiplieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que
la partie réelle du float to complex, c'est la sortie de mon bloc signal source que je cherche à transporter. Et on va dire que la partie imaginaire, étant donné que je veux moduler l'amplitude du signal modulé, du signal porteuse, eh bien je vais simplement prendre une constante, et cette constante, je vais la mettre à 0. Donc en fait, je prends une source constante que je vais définir comme étant 0, mais de type flottant. Et ce 0 de type flottant, je vais le connecter sur la partie imaginaire. Et ce faisant, je peux avoir le signal modulé en amplitude en multipliant. Encore une fois, je prends l'expression de la modulation d'amplitude. J'ai fait la multiplication de la porteuse par le signal modulant, avec la seule petite astuce que j'ai transformé ce signal modulant qui était à l'origine un complexe, je l'ai transformé qui était à l'origine un flottant, je l'ai transformé en complexe en lui rajoutant une partie imaginaire nulle. Donc maintenant que j'ai fabriqué ce signal, je peux regarder non pas le signal source qui est ici, mais je peux regarder le signal issu de la modulation. Donc je prends le time sync qui est ici, comme c'est un complexe, je dois en créer un nouveau. Et je fabrique un deuxième signal qui est le time sync, qui est le produit de ces éléments. Et si je joue cette séquence, je devrais normalement voir mon signal modulé en amplitude être joué. Donc vous voyez, si je fais bouton du milieu autoscale, j'ai bien un signal qui est, je stoppe ici, je stoppe là, vous avez un signal modulé en amplitude, vous avez la porteuse radiofréquence, dans mon cas 30 kHz, dont l'amplitude varie. Donc vous voyez que par rapport à un effet de convolution qui serait linéaire, ici j'ai bien eu une multiplication, un phénomène non linéaire, qui affecte l'amplitude du signal et qui affecte bien à la même fréquence que l'information que je cherche à porter, qui est l'information modulante, c'est-à-dire le signal audiofréquence que je transporte. Donc on se convainc qu'en prenant un signal source et qu'on multiplie une porteuse par ce signal source, on est en train de fabriquer un signal modulé en amplitude. Alors, il peut être intéressant, plutôt que de regarder l'information dans le domaine temporel, de regarder l'information dans le domaine spectral. Donc, on reprend de nouveau un analyseur de spectre, comme d'habitude, maintenant on commence à avoir l'habitude, et je regarde la forme de l'analyseur de spectre de ce signal. Et là, vous allez voir pourquoi il y a eu autant de débats lors du passage de la FM à la AM, et notamment c'est de là que vient la discussion de Carson. Eh bien, lorsque vous regardez le spectre d'un signal modulé en amplitude, ce spectre est extrêmement étroit. En fait, il est tellement étroit ici que je ne le vois pas, je vais essayer d'augmenter un peu sa résolution. C'est que lorsque vous faites le produit de deux sinusoïdes, en fait, vous fabriquez deux raies de part et d'autre de la porteuse, séparées de la fréquence modulante, le 1 kHz. Et donc, par rapport à la FM qui occupe une bande spectrale très importante, ici, vous voyez que vous avez la porteuse, vous avez les deux raies latérales, qui sont le 31 kHz et 32 kHz, ce sont le signal 32 ici, plus ou moins 1, donc 31 et 33, voilà, donc j'ai le 32 kHz qui est mon signal de porteuse que j'ai mis ici, et puis vous voyez qu'à plus ou moins 1 kHz, j'ai de part et d'autre 32 kHz, j'ai 31 kHz qui est fréquence porteuse moins fréquence modulante, et fréquence porteuse plus fréquence modulante. Donc vous voyez que l'encombrement spectral d'une modulation d'amplitude est beaucoup plus fine, beaucoup plus étroite que l'encombrement spectral de la FM, et c'est de là que vient le peu de résistance au bruit de la AM par rapport à la FM. Et donc lorsque dans les années 1930, le passage de la AM à la FM s'est fait, les détracteurs de la FM qui voulaient garder leur marché de récepteurs AM essayaient d'argumenter que l'encombrement spectral de la FM était trop important pour permettre les transmissions radiofréquences, et donc essayer de dénigrer cette technologie. Donc maintenant, on a un émetteur AM, et la question que je pose, c'est que se passe-t-il si j'ai deux émetteurs AM? Donc prenons maintenant, je vais copier-coller, donc je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier ma source, et je dis que non seulement j'ai une source, mais je vais prendre une deuxième source. Alors la deuxième source, je vais la mettre par exemple à 700 Hz. Je vais la mettre à une fréquence différente. Ici j'ai 1 kHz, et puis je viens de prendre une deuxième source à 700 Hz,
que je voudrais moduler en amplitude de la même façon. Donc je vais prendre exactement la même chose, donc je peux sélectionner plusieurs blocs, CTRL-C pour les copier, je clique, CTRL-V pour les coller, et je peux maintenant amener ces nouveaux blocs que je viens de copier-coller de façon à fabriquer un deuxième émetteur AM dans lequel je fais exactement la même histoire. Je viens prendre mon signal constant que je transforme en complexe, ce qui me permet de multiplier. Alors, je vais simplement prendre l'autre entrée de multiplication. Au lieu d'utiliser celle-là, je vais utiliser, ça fera plus élégant, la deuxième. Hein, c'est pareil, la multiplication étant commutative, que je prenne une entrée ou l'autre, c'est la même chose. Et vous voyez que maintenant, je prends la porteuse et je la multiplie par un deuxième signal. Donc là, j'ai fabriqué deux signaux modulés en amplitude. Donc, premier signal modulé en amplitude ici. Et le deuxième signal en modulé en amplitude ici. Voilà, comme on peut mettre quelques commentaires pour se faciliter la lecture. Et donc, maintenant que j'ai fabriqué ces deux signaux modulés en amplitude, imaginons que ce sont deux avions qui transmettent et que ces deux avions qui transmettent arrivent simultanément à la tour de contrôle. Donc, les signaux vont se sommer, donc je fais une addition, et je vais additionner ces deux signaux en vue de simuler ce qui se passe à la tour de contrôle. La tour de contrôle vient de recevoir la somme des deux signaux modulés en amplitude des deux avions. Alors, ce que je voudrais faire, c'est plutôt que de simplement additionner ces deux composantes, je voudrais essayer de voir comment va se comporter la distance entre les deux avions. Donc en fait, au lieu de simplement sommer, je vais couper ces deux fils et je vais les multiplier par une constante que je vais pouvoir pondérer, exactement comme on l'a fait à l'instant avec la station FM. Je vais multiplier par une constante cette fois-ci. Donc je reprends le bloc multiplié, mais c'est plus multiplié par entre eux les signaux, mais c'est multiplié par une constante. Et si je double-clique dessus, je vais refaire comme avant, je vais multiplier par une constante K de pondération qui va être comprise entre 0 et 1. Donc je vais prendre une première constante K et je vais prendre un deuxième bloc constant que je vais multiplier par 1 moins K de façon à ce que la somme soit toujours égale à 1. D'accord ? Donc en fait, mon objectif, c'est de simuler le fait que deux avions transmettent simultanément. Un avion va transmettre très fort à une puissance K et l'autre avion va transmettre à une puissance beaucoup plus faible, 1 moins K. Voilà. Donc je vais fabriquer ces deux signaux et je vais observer le spectre de la sortie de ces sommes de ces deux signaux. Donc je vais avoir mes deux sorties après avoir sommé les deux informations. Donc pour pouvoir faire varier la puissance relative d'un avion par rapport à l'autre, je vais créer un ascenseur, range, qui va, maintenant vous avez l'habitude, se nommer du nom de la variable ici k pour être du même nom que ici, avec une valeur par défaut qui est 0 par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un avion qui émet, qui peut être au maximum égal à 1, et je vais de nouveau, comme auparavant avec la station FM, faire des incréments de 0,01. Voilà. Donc vous voyez que j'ai maintenant mes deux avions qui émettent, avec une pondération k ou 1 moins k, et je vais pouvoir envoyer ça sur tantôt l'analyse spectrale, tantôt l'analyse temporelle, qui sera un peu moins intuitive à observer, et je peux exécuter cette chaîne de traitement de façon à voir ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais manquer de résolution pour observer parce que je suis à très haute fréquence et que le signal que je transmets est à relativement basse fréquence. On peut quand même regarder ce qui se passe. Hein. Donc vous voyez que lorsque donc je peux déclencher un trigger et je peux me mettre en mode auto, donc ce qui va m'éviter d'avoir le signal qui glisse sans arrêt. Donc je peux me mettre en mode auto, voilà, avec un déclenchement à 0. Et donc si je déplace mon curseur, vous voyez qu'à un moment j'émets un signal à 700 Hz, à un autre moment je suis plus élevé, j'émets un signal à 1 kHz, mais ce qui m'importe, c'est qu'entre les deux, j'ai un petit peu de 700 Hz et un petit peu de 1 kHz. Alors du coup là sur le spectre, vous aurez beaucoup de mal à le voir parce que mon spectre il est très peu résolu, mais vous voyez que là j'ai
700 Hz, là j'ai 1 kHz, et entre les deux, j'ai une transition dans laquelle je vois les deux apparaître. Alors comment on peut faire pour zoomer dans le spectre? Eh bien, on peut essayer de s'aider à regarder ce qui se passe lorsque l'avion a transmis son signal à 1 kHz et l'avion a transmis son signal à 700 Hz. Eh bien, maintenant, on va démoduler le signal. Et pour démoduler le signal, si on clique ici sur AM, on a le AM démode. Donc, on fait la partie qui va nous permettre de démoduler l'information. Et de cette façon, on va vraiment voir ce qui se passe au niveau de la tour de contrôle. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de regarder ce qui se passe avant la réception, on va démoduler le signal AM. Et pour démoduler le signal AM, il faut qu'on l'informe du débit de données. Le débit de données, tout est au rythme de samprate, donc ça sera le débit de données samprate données par seconde. Et vous avez bien vu que le spectre il est beaucoup trop grand. Il faut qu'on décime considérablement. Donc on va par exemple décimer d'un facteur 50 parce que les informations qu'on est en train de transmettre sont audio-fréquences alors qu'on a 500 000 points par seconde. Ça ne sert à rien d'avoir 500 000 points par seconde pour afficher des informations qui sont transmises à 1 kg ou à 700 Hz. Et donc, maintenant que j'ai démodulé le signal AM, alors, je vais oublier l'aspect temporel qui n'est pas très représentatif de ce qui se passe, ou en tout cas j'ai du mal à interpréter ce qui se passe dans le domaine temporel. Je vais prendre mon analyseur de spectre et je le mets au bout de la chaîne de traitement pour voir ce qui se passe au niveau spectral. Alors, j'ai une solution réelle, j'ai un analyseur de spectre complexe, donc il faut que je transforme mon analyseur de spectre, non pas en complexe mais en réel. Et comme la transformée de Fourier d'un signal réel est paire, ça ne sert à rien d'afficher tout le spectre, on peut n'afficher que la moitié du spectre. Et rappelez-vous bien, j'ai décimé d'un facteur 50, donc il faut que je dise que je n'ai que samprate divisé par 50 points par seconde qui arrive sur mon détecteur ici. Donc voilà, j'ai la chaîne complète, je simule mes deux avions, l'avion numéro 1, l'avion numéro 2, qui transmettent tous les deux sur une porteuse à 32 kHz. Je fais la somme de ces deux signaux pondérés, donc la modulation est un phénomène non linéaire. Je pondère les deux avions avec un coefficient K compris entre 0 et 1. Je somme ces deux signaux qui arrivent à la tour de contrôle et je démodule le signal tel qu'il a été reçu par la tour de contrôle et je veux regarder le spectre de ce signal. Encore une fois, comme je vous ai montré auparavant, ce qui est important, c'est de vraiment bien tester étape par étape chacun de ces assemblages de blocs pour se convaincre qu'ils se comportent comme on le veut. Donc, on va essayer de regarder le spectre de ce signal après... j'ai fait une erreur. Je pense que mon spectre ici, il est trop large. Il faut que je lui donne un petit peu plus de... Vous voyez que le détecteur AM, il a un filtre passe-bas et il faut que je lui donne un petit peu plus de marge parce qu'il est à 500 kg échantillons par seconde et si je donne un filtre trop étroit, il ne va pas réussir à filtrer. Voilà. Donc ce que vous voyez, vous avez ici le signal transmis en AM. Si je reprends Autoscale, voilà. Donc ça c'est l'information dans le domaine temporel que j'affiche ici, donc c'est le signal qui est transmis. Et ce que vous voyez, c'est que j'ai les deux avions qui sont en train d'émettre simultanément, mais ce qui m'importe, si vous regardez ici, vous voyez ici le spectre du signal transmis, j'ai un avion qui émet à un instant donné à la première fréquence 700 Hz, j'ai le deuxième avion qui émet à un instant donné à 1 kHz, et entre les deux, j'ai les deux avions qui émettent simultanément. Donc j'ai un petit peu d'énergie à 700 Hz et j'ai un petit peu d'énergie à 1 kHz. D'accord ? Donc les deux avions arrivent à transmettre simultanément et vous avez ici l'illustration de comment marche un modulateur et un démodulateur en amplitude, donc en modulation d'amplitude. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse exactement la même chose, mais en modulation de fréquence. Alors, du coup, on a fait déjà tout le travail auparavant. On avait déjà fait le modulateur FM, si vous l'avez gardé dans un coin.
Donc en fait, on avait déjà fait l'exercice de modulation FM, pardon, c'était celui-là qu'on avait fait ensemble. Donc on a pris un signal qu'on a modulé en FM et qu'on a transmis au travers d'un canal pour regarder comment il se comporte. Donc on va partir d'une feuille blanche, mais on va faire exactement le même travail qu'avec la modulation d'amplitude, c'est-à-dire on va faire une modulation de fréquence. Donc on vient de le voir à l'instant, hein, c'est le modulateur wideband FM qui va recevoir les signaux à transmettre signal source. Donc on va faire exactement comme auparavant, hein. On vient de faire à l'instant deux signaux, un à 1 kHz, un à 700 Hz. Donc on va faire la même histoire. On va prendre un signal à... Donc cette fois-ci, ce sont des flottants, encore une fois, ce sont des tensions à 1 kHz. Et on va prendre un signal à 700 Hz. Voilà. Et comme auparavant, étant donné qu'on va faire une modulation avec une excursion de 75 kHz, on va faire la même chose qu'on a faite avec la modulation AM. On va se dire, on va se donner un peu de marge par rapport à la fréquence de Nyquist. On va augmenter la bande passante, on va augmenter la fréquence d'échantillonnage à 500 kHz. Voilà. Donc là, on a nos deux faux avions qui vont transmettre. Alors simplement, on va bien faire attention de rajouter le bloc accélérateur parce qu'on n'a pas de signal physique, d'interface physique. Et une fois qu'on a mis tous ces éléments, on double-clique dessus pour leur donner la bonne forme, c'est-à-dire ce sont des entiers, c'est-à-dire pas des complexes. Ici c'est pareil, ce sont des flottants. Et vous voyez que je peux commencer par transmettre mon signal, et ça c'est ce qui se passerait si j'avais des avions qui modulent en FM au lieu d'avoir des avions qui modulent en AM. D'accord ? Donc là vous voyez que j'ai exactement la même chose en version FM de ce que j'ai fait là. Donc j'ai mon signal source que j'ai modulé, et je vais pondérer les deux signaux. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais multiplier par une constante, donc multiply const, et cette constante par laquelle je vais multiplier, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Je vais multiplier par un ascenseur de type range, et je viens multiplier par un range. C'est exactement ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc je reprends, si vous préférez repartir du graphique précédent, ça va revenir au même. Je fais la même chose, c'est-à-dire j'ai fabriqué une pondération par un coefficient que j'appelle quelconque k, compris entre 0 et 1 par pas de 10-2. Et ce coefficient k va déterminer, selon que ce soit un avion qui émet ou que ce soit un autre avion qui émet. Donc je fais soit k, soit 1 moins k sur les deux multiplieurs. Voilà. Donc ici, j'ai fait comme on vient de le faire à l'instant, avec l'exemple AM, j'ai mes deux modulations pondérées et je viens sommer ces deux modulations avant de démoduler le signal. Donc on va faire la même chose. On va sommer les deux avions tels qu'ils sont transmis ici. Et une fois qu'on a sommé, c'est-à-dire ce que reçoit la tour de contrôle, on vient démoduler, donc ce qu'on vient de faire à l'instant avec le détecteur, ce n'est plus un émetteur FM mais un récepteur FM. Donc on vient détecter le signal qui a été démodulé. Et exactement comme on vient de le faire là, on va mettre l'analyseur de spectre en sortie du détecteur AM. Donc vous voyez, on peut très facilement prototyper avec NuRadio pour tester des algorithmes de traitement du signal ou des méthodes d'analyse en changeant simplement les blocs de traitement. Voilà, donc là je me mets en flottant et puis j'avais multiplié par 8 la taille de la transformée de Fourier en disant que je ne prenais que la moitié du spectre parce que ça ne sert à rien de prendre en entier un spectre d'une grandeur réelle. Voilà. Donc vous voyez que j'ai assemblé ma chaîne de traitement, il ne me reste plus qu'à remplir maintenant les paramètres. Donc le taux de signaux, ils viennent à 500 000 points par seconde. Donc dans les deux cas ici, je vais dire que je reçois des données à la fréquence d'échantillonnage SemPrate et je ressors les données à la même vitesse, SemPrate. Donc en fait, j'entre à la vitesse d'échantillonnage, je ressors à la vitesse d'échantillonnage. Audio rate, c'est ce qui rentre, quadrature rate, c'est ce qui sort. Et de la même façon, je vais avoir ici SemPrate échantillon par seconde en entrée et SemPrate échantillon par seconde en sortie. C'est exactement ce qu'on a fait au début de l'exercice. Et puis ici, je traverse ces blocs qui ne font aucune décimation, donc c'est pareil, je vais avoir
le même nombre d'échantillons qui arrivent dans mon bloc de démodulation. Donc ici, je vais dire que mon quadrature rate, c'est-à-dire en entrée, c'est semp rate par seconde. Et puis, j'ai décimé d'un facteur 50 dans mon AM, donc il faut que je sois cohérent. Je vais décimer d'un facteur 50. Donc je fais la même chose que ce qu'on a fait ici. J'ai reçu AM un certain flux de données que j'ai décimé d'un facteur 50. Et par conséquent, mon analyseur de spectre ici, il est à semp rate divisé par 50 de façon à zoomer sur le spectre. Voilà, je suis allé un peu vite, mais la chaîne est exactement la même. J'ai mes deux avions qui émettent un signal à 1 kHz, un signal à 700 Hz, qui modulent en FM, qui pondèrent un avion ou l'autre avion. On somme au niveau de la tour de contrôle ce qui est reçu. La tour de contrôle démodule le signal qui va dans un affichage. Le tout est sauvé dans un fichier qu'on va appeler par exemple FMTX. Et quand on va exécuter ça, il va nous demander de le sauver quelque part. Il n'y a aucune raison que ce soit le même nom. Je lui donne le même nom parce que c'est plus facile, mais ça n'a pas d'importance. Et lorsque je vais exécuter cette chaîne, je vais avoir, comme avec l'AM, le spectre des deux signaux transmis simultanément. Alors, voilà. Donc de nouveau, cette fois-ci, j'ai un avion qui émet, j'ai l'autre avion qui émet. Vous voyez, donc si je me mets aux deux extrêmes, j'ai l'avion à 1 kHz qui émet, à cet extrême, j'ai l'avion à 700 Hz qui émet. Mais vous voyez la chose qui est très importante, c'est quand je m'avance, quand je suis, alors il y a du bruit qui se crée, mais quand je suis à 30% du premier avion qui émet et 70% de l'autre avion, ça veut dire que normalement, je voudrais avoir un petit peu de signal de l'un et un petit peu de signal de l'autre. Mais il n'en est rien, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul émetteur qui est reçu. Jusqu'au moment où j'arrive à même presque à 0,49, vous voyez qu'il n'y a que celui-là là, qui est en train de parler. Et il faut que j'aille ici pour que le deuxième avion puisse être entendu. Avec 63% de l'un et 47% de l'autre, je ne vois absolument aucune contribution du premier avion. C'est que le deuxième avion qui parle. Et si je reviens un tout petit peu avant, c'est la même histoire. Je ne vois qu'un avion et pas l'autre. Donc là, j'essaye de vous montrer pourquoi il n'y a jamais d'émission FM dans l'aéronautique, parce que l'avion le plus lointain, celui qui ne serait pas au-dessus des 50% dans cet exemple, ne serait jamais reçu. L'oscillateur, le VCO, ne s'accroche que sur l'émission la plus puissante. Et ce qu'explique Tom Rondeau dans son exposé, c'est que quand vous faites de la radio pirate et que vous voulez émettre dans la bande FM, en fait, vous n'avez pas besoin d'émettre de façon très puissante pour arroser le voisinage proche, parce que votre émission peu puissante sera toujours plus puissante qu'un émetteur très lointain. Et donc, historiquement, dans les années 80, à New York, existait un certain nombre de radios pirates qui ne pouvaient émettre qu'une puissance relativement faible pour partager leurs informations avec leur quartier ou leur environnement proche, sans polluer significativement l'environnement radiofréquence, parce qu'ils émettaient de façon relativement faible, parce que les récepteurs FM s'accrochent uniquement sur l'émission la plus puissante et sans que vous ayez en arrière-plan l'émission du second émetteur. Et ça, pour revenir à l'exemple AM, c'est complètement différent du comportement de cet émetteur en amplitude, où vous constatez que même l'avion le plus faible a toujours une composante spectrale détectable, ce qui veut dire que si vous aviez un émetteur AM et que vous essayez de faire une petite émission à côté, vous auriez toujours l'émission d'origine qui viendrait polluer votre signal. Vous voyez que là, cette émission est plus puissante que celle-là. Ici, cette émission est plus puissante que celle-là, mais il y a toujours les deux émissions, et donc vous auriez toujours un petit peu de résidu de l'émission adjacente. Voilà. Donc cet effet capture de la FM vous explique pourquoi, à ma connaissance, il n'y a pas d'émission FM dans l'aéronautique, parce qu'un seul avion peut parler à un instant donné, et l'avion le plus faible ne pourrait pas être entendu par la tour de contrôle. Un seul avion à un instant donné émet. Voilà cette petite histoire qui était le prétexte
à mettre en place, à refaire une deuxième fois l'émetteur FM qu'on a fait en tout début de séance et qui a été le prétexte pour mettre en place une émission AM. Vous voyez qu'avec NuRadio, encore une fois, les chaînes de traitement peuvent paraître impressionnantes parce que finalement on assemble un certain nombre de blocs, mais si vous y allez étape par étape et surtout que vous vérifiez chaque étape, eh bien on arrive à bien comprendre comment ces différents blocs ont été assemblés. Voilà la démonstration que je voulais vous faire, c'est-à-dire que quand vous faites, donc c'est les deux chaînes qu'on vient de faire ensemble, que j'avais préparées auparavant dans mes transparents, vous constatez que dans la modulation AM, vous avez, j'ai interverti, dans la modulation FM qui est ici, j'ai soit l'un, soit l'autre, je n'ai jamais les deux en même temps, et donc j'ai une émission ou l'autre émission, je n'ai jamais les deux, alors que vous voyez qu'en modulation AM, j'ai interverti avec les graphiques qui sont là, eh bien j'ai l'émission 1 et l'émission 2 et je pourrais toujours récupérer un petit peu d'informations et vous pouvez par ailleurs vérifier que l'encombrement spectral d'une modulation AM est beaucoup plus faible que l'encombrement spectral d'une modulation FM et donc ça nous ramène à Carson et au débat sur la nature sur l'encombrement spectral lors du passage de l'AM à la FM dans les années 1930. Voilà, ça c'était encore un exemple pour vous montrer comment on peut très facilement prototyper avec NuRadio pour se familiariser avec des concepts dans cet exemple avec l'effet capture de la FM. Alors pour finir cette intervention, je voudrais revenir à l'émission FM qu'on a regardée ensemble et un petit peu similaire à ce que je viens de vous montrer, je voudrais vous montrer qu'on peut porter une multitude d'informations. Donc j'ai illustré le Translating Fear Filter, le X-Lating Fear Filter dans l'exemple de la réception de deux signaux radiofréquences FM et je voudrais vous convaincre que ce Frequency Translating Fear Filter il est utilisé énormément en radiologiciel et en particulier quand vous avez des sous-porteuses. Alors c'est quoi ce qu'on appelle une sous-porteuse? Voici le spectre de l'émission FM qu'on vient de démoduler ensemble. Vous retrouvez ici le signal qu'on a écouté ensemble, vous avez ici la deuxième station FM qu'on a regardée ensemble. Et si je fais un waterfall, alors le waterfall, c'est l'affichage des spectres successifs en fonction du temps. Donc ce qu'on appelle le waterfall, c'est l'évolution en fonction du temps des spectres. Et ça, je le fais après démodulation. Donc en fait, c'est l'inversion, c'est l'évolution des spectres après que j'ai démodulé le signal. Alors, ce que vous constatez, c'est qu'il y a tout à fait à gauche, proche de 0 Hz, le signal audiofréquence. Donc ça, c'est très bien, c'est ce qu'on s'attendait à avoir. On a les fluctuations du spectre associées à la transmission de la musique. Quelle est la difficulté de la modulation FM que vous transmettez? Vous vous dites, si j'ai envie d'émettre du signal de bonne qualité, du bon son, je vais le transmettre en stéréo. Donc stéréo, ça veut dire que l'oreille de droite et l'oreille de gauche ne reçoivent pas le même signal. Donc on pourrait se dire, on va transmettre d'une part l'oreille gauche et d'autre part l'oreille droite, et puis le récepteur va envoyer vers l'un ou vers l'autre l'information qu'il a reçue. Le problème, si vous faites ça, c'est que les gens qui ont encore des vieux récepteurs FM qui ne reçoivent que du mono, c'est-à-dire qui envoient le même signal sur les deux oreilles, il enverrait uniquement le signal de gauche ou uniquement le signal de droite. Et la musique ne serait pas de bonne qualité. Les possesseurs de récepteurs mono ne seraient pas contents. Donc, il vous faut une méthode pour que les gens qui aient des récepteurs mono, c'est-à-dire qui envoient le même signal à l'oreille gauche et l'oreille droite, puissent écouter la radio, et que les gens qui ont des récepteurs stéréo, qui peuvent écouter avec un son différent à l'oreille gauche et l'oreille droite, c'est-à-dire un son de meilleure qualité, puissent en bénéficier. Et ce qui est fait dans les signaux FM, c'est qu'au lieu d'envoyer oreille gauche et oreille droite, ce que vous voyez, c'est que dans les 19 premiers kHz,
on envoie la somme oreille gauche plus oreille droite. Ça veut dire qu'un récepteur mono, il va envoyer sur les deux haut-parleurs, sur les deux écouteurs du récepteur, la somme gauche plus droite. Donc vos deux oreilles vont recevoir le même signal, mais ça sera un signal qui est relativement de bonne qualité, puisque c'est le son qui est transmis par les deux oreilles. Et puis, si vous avez un récepteur qui peut permettre de recevoir de la stéréo, vous transmettez le signal gauche moins droite, left moins right. Et donc, si vous avez un récepteur stéréo, eh bien, en faisant la somme de la première bande plus la deuxième bande, vous fabriquez L parce que vous retranchez le R, plus R moins R, vous avez éliminé l'oreille droite. Donc, en fait, en faisant la somme des deux signaux, vous avez l'oreille gauche. Et en faisant la soustraction des deux signaux, vous constatez que L moins L s'annule, R moins R, donc R plus R, vous allez avoir l'oreille droite. Et donc vous voyez que grâce à cette astuce, qui est de transmettre L plus R, gauche plus droite, et L moins R, gauche moins droite, vous pouvez fabriquer le signal stéréo en faisant la soustraction des deux bandes, et vous pouvez recevoir le signal mono, même si vous n'avez pas un récepteur stéréo, parce que vous n'écoutez que ce qui se passe dans les premiers 19 kHz. Alors, comment un récepteur peut savoir que l'émetteur est stéréo ou non, c'est-à-dire est-ce que vous avez une chaîne d'information qui souvent n'émet qu'en mono parce que l'information n'a pas forcément d'être en très bonne qualité audio, ou est-ce que vous avez une chaîne de musique qui envoie du son en stéréo et dans laquelle vous avez envie de bénéficier que l'oreille gauche et l'oreille droite n'entendent pas les mêmes morceaux du concert ou du morceau de musique que vous émettez. Eh bien, vous avez cette porteuse ici à 19 kHz. Vous voyez ce signal à 19 kHz ici. C'est le signal qui indique au récepteur si l'émission est stéréo ou non. C'est-à-dire que lorsque le récepteur reçoit un signal FM, il peut observer le signal à 19 kHz et s'il existe un tone, c'est-à-dire une onde continue à 19 kHz, alors le détecteur va pouvoir regarder à 2 fois 19 kHz, c'est-à-dire à 38 kHz, le signal audio-fréquence L-R. Et comment vous allez faire pour recevoir le signal audio-fréquence L-R, qui est décalé de 38 kHz, c'est ce que j'appelle une sous-porteuse. Vous avez une sous-porteuse à 19 kHz, vous avez une deuxième sous-porteuse à 38 kHz, et lorsque vous allez vouloir recevoir le signal L-R, il va falloir que vous rameniez ce signal à 38 kHz vers 0 Hz, vers la bande de base. Et ça va de nouveau se faire avec un Frequency Translating Fear Filter, tel qu'on vient de le voir à l'instant. Alors on va le faire ensemble. Mais je veux déjà introduire la raison pour laquelle je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça, alors malheureusement, quand votre enseignant m'a transmis un signal de Bamako, il s'avère que ce signal que je voudrais vous présenter, je n'ai pas pu le trouver dans les émissions au Mali, mais je pense que c'est très intéressant de l'étudier, parce que vous pourrez le trouver éventuellement sur Internet. Là, je l'ai pris sur un enregistrement que j'ai fait en France, mais parce qu'en fait, il va me permettre d'introduire une méthode d'analyse très générale des signaux modulés numériques, et en particulier, on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans une séance ultérieure. C'est comme ça que GPS communique, le système de navigation globale par satellite. Et en fait, vous avez ce signal qui s'appelle RDS, qui est le Radio Data System, qui est une communication numérique qui bénéficie des émissions FM. Alors en fait, si par exemple je regarde sur mon récepteur en France, avec RDS, on m'informe du nom de la musique qui est en cours d'émission, ou on m'informe de la station FM que je suis en train d'écouter. Donc en fait, RDS, c'est une information numérique qui est transmise, et j'espère d'ici la fin de cette séance vous montrer comment on peut recevoir cette information numérique. Et encore une fois, vous voyez que c'est une sous-porteuse, et ce n'est pas une sous-porteuse complètement au hasard. Vous voyez que cette sous-porteuse, elle est à 57 kHz. 57, c'est 3 fois 19. Donc en fait, l'information qui est transmise dans la bande FM, elle est très riche. Vous recevez une unique station FM, mais dans cette station FM, vous avez l'oreille gauche plus l'oreille droite, vous avez l'information que l'émission est en stéréo, vous avez l'oreille gauche moins l'oreille droite, et vous avez cette information numérique RDS. Et vous voyez que tout ça, c'est décalé en fréquence après démodulation. C'est ça qui est important. Vous avez dans cette simulation la source qui est sélectionnée grâce au filtre passe-bas, qui est démodulée, et après démodulation,
j'ai fait le waterfall. Et donc vous voyez qu'on a toutes ces informations qui apparaissent dans le signal après démodulation. Donc je vous propose qu'on mette ça en pratique ensemble et qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble pour être capable de faire une chaîne de démodulation complète. Alors évidemment, encore une fois, je vous rassure, on ne va pas faire ça du premier coup, on va le faire ensemble, étape par étape, pour constater comment on peut valider chaque étape successive de la démodulation. Donc je vous propose de reprendre GNU Radio. On va partir d'une feuille blanche. Voilà. Partons toujours d'une feuille blanche. Donc, je vous rappelle, le signal que j'ai acquis, il a été acquis à 1,92 méga échantillons par seconde. Donc, la première chose que je fais, c'est que je dis que la fréquence d'échantillonnage du signal que je vous ai proposé, remo.bin, c'est 1 920 000 échantillons par seconde. Et en vue de charger ce fichier, tel qu'on vient de le faire à l'instant, on va mettre le fichier source sur lequel on double-clique pour aller chercher, tel qu'on l'a fait auparavant, le fichier qu'on est en train d'analyser. Et une fois qu'on a chargé ce fichier, exactement comme on vient de le faire auparavant, on va pouvoir afficher son spectre, traiter les données, etc. Donc on refait la même chose qu'on vient de faire auparavant. On va mettre un filtre passe-bas pour décimer et sélectionner uniquement une station, et on a vu ensemble que la fréquence de coupure, elle est de l'ordre de 200 kHz avec une transition de 100 kHz. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même histoire qu'on a fait jusqu'à maintenant, il n'y a rien de neuf. Par contre, auparavant, on avait fait une démodulation FM que j'avais dramatiquement décimée parce que je voulais avoir 48 000 points par seconde. Et 48 000 points par seconde, ça me permettait d'alimenter la carte son. Ce n'est plus le cas. Maintenant, vous voyez que les informations qui me sont utiles sont bien au-delà de 48 kHz, donc ça ne va pas aller. Si je ne garde que 48 000 points par seconde, ça veut dire que j'ai un spectre qui va de moins 24 000 à plus 24 000. J'aurai bien le son gauche plus droite, mais toutes ces informations qui m'intéressent, je vais les avoir perdues. Donc je vais décimer beaucoup moins. Cette fois-ci, dans mon exemple, je pars de 1 920 000 points par seconde. Comme on l'avait fait auparavant, je vais décimer d'un facteur 4. Donc si je décime d'un facteur 4 avec un filtrage passe-bas, décimer d'un facteur 4, ça veut dire qu'il me reste 500 000 points par seconde. Et de ces 500 000 points par seconde, je vais passer dans le détecteur FM large bande, comme on l'a fait auparavant, et je vais cette fois-ci avoir une fréquence d'entrée, fréquence d'échantillonnage divisée par 4, donc ça c'est exactement comme on l'a fait auparavant, mais je vais essayer de décimer beaucoup moins, je vais par exemple décimer par 2, cette fois-ci on va regarder ce que ça fait si je décime par 2. Donc je me laisse un spectre beaucoup plus large, vous voyez que j'ai 480 000 points par seconde et je vais en sortir 240 000. Donc 240 000 points par seconde, c'est un spectre qui va de moins 120 000 à plus 120 000, moins fréquence de Nyquist jusqu'à plus fréquence de Nyquist. Et puis ça, je vais peut-être le mettre sur, je peux afficher sa fréquence, donc le frequency sync, et puis si je tape sur waterfall, on voit que je peux afficher les deux éléments. Donc encore une fois, si vous tapez dans la loupe sur la fréquence, vous trouvez l'analyseur de spectre, et si vous tapez les premiers mots de la cascade waterfall, vous allez trouver l'affichage en mode waterfall. Donc je reclique 2 fois sur le bloc pour le configurer. Donc j'ai décimé d'un facteur 4, j'ai décimé d'un facteur 2. Donc j'ai décimé d'un facteur 8 au total, 4 fois 2. Et c'est un flux de données réel dont je n'affiche que la moitié du spectre parce que le spectre est pair. Donc c'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'affiche en flottant le spectre en me basant sur une fréquence d'échantillonnage divisée par 8, et je fais la même chose avec le waterfall. Je dis que c'est un flux de données à semprate divisé par 8 avec des nombres réels, et je n'affiche que la moitié du spectre parce qu'il est pair. Donc on fait exactement la même chose sur les deux ici, et vous voyez que je connecte ces deux bonhommes-là ensemble, et j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'ai oublié mon bloc throttle. Donc il faut que je mette le bloc accélérateur si je ne veux pas saturer mon processeur. Donc je remets mon bloc throttle, mon bloc accélérateur à ce niveau-là. Voilà.
Donc voilà ma chaîne qui me permet d'afficher l'ensemble des données transmises par une station FM et pas juste le son comme on l'a fait auparavant. Cette fois-ci, j'ai fait exprès de garder un spectre beaucoup plus large que les 48 kHz de la carte son. D'accord? Donc j'ai mon fichier source avec le bloc qui me permet de régler la vitesse à laquelle je vais. Je sélectionne une unique station que je démodule avec une fréquence d'échantillonnage cohérente avec le facteur de décimation que j'ai mis ici et une décimation de 2 pour garder plus de spectre, et j'affiche dans le domaine du spectre et dans le waterfall. Voilà, je vais appeler ça n'importe comment et je vais le stocker dans mon répertoire de travail de façon à l'exécuter. Donc si tout se passe bien, je devrais démoduler ce signal, détecter le signal FM, et au lieu de me contenter de juste observer le signal audio, je vais afficher l'ensemble des informations transmises. Alors vous voyez, voilà le signal tel qu'il est. Alors je vais moyenner un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le waterfall. Donc le waterfall, c'est l'ensemble de ces spectres affichés dans le temps les uns après les autres. Donc vous retrouvez, c'est peut-être plus facile à comprendre ici, vous retrouvez le tone à 19 kHz, qui est l'arrêt que vous voyez ici, donc le 19 kHz qui indique qu'il y a une émission stéréo en cours. Vous voyez le signal gauche plus droite de la station FM, et vous voyez le signal gauche moins droite, qui est la station qui va me permettre de remonter au signal stéréo. Et puis finalement, vous voyez ici, centré sur 57 kHz, le signal RDS, le Radio Data System. Donc si je zoome un petit peu dans le spectre ici, on retrouve toutes ces structures que je vous ai annoncées auparavant. Gauche plus droite, le signal stéréo, le signal gauche moins droite et le RDS. Et tout ça, c'est sur des sous-porteuses. Donc, maintenant que vous avez compris à quoi sert le Frequency Translating FIR Filter, eh ben, on va pouvoir faire tourner ce spectre pour amener séquentiellement le tone, le gauche plus droite ou le gauche moins droite et le RDS autour de 0 Hz. Donc, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne introduire le Frequency Translating. Donc, je tape juste les premières lettres de X-Lighting pour avoir le bloc qui s'affiche. Et si je prends ici un Frequency Translating FIR, vous voyez que là, j'ai quelque chose qui est en flottant et lui, il veut des entiers. Donc, pardon, c'est le contraire. J'ai des flottants ici, il veut des complexes. Donc, en fait, je vais lui dire, tu vas prendre quelque chose qui prend des flottants. Et en fait, comme vous allez mélanger avec un oscillateur local complexe, forcément, ce que vous récupérez en sortie, c'est un complexe. Donc, je vais reprendre mon coefficient 1 parce que je vous ai montré auparavant que si on prend un coefficient de 1, c'est comme si je faisais l'identité, c'est-à-dire que je ne fais pas de filtrage. Et je vais me proposer de faire une rotation de DF, l'oscillateur local, comme on l'a fait auparavant. Je vais définir la fréquence avec laquelle je vais faire tourner la valeur de l'oscillateur local. Donc je prends mon bloc que j'ai introduit ici. Cette fois-ci, mes spectres en sortie ne vont plus être pairs puisque je vais les faire tourner. Donc il faut que je remette ici que ce sont des spectres complexes. Donc je reprends un spectre qui prend toute l'extendue spectrale et je vais les connecter avec mon système après avoir fait la transmission de fréquence. Donc ce que vous voyez, c'est que maintenant, si je fais un ascenseur qui me permet de régler la fréquence, donc maintenant vous avez bien compris, j'ai appelé ça DF, donc j'appelle DF la variation de fréquence, comprise, par défaut je vais faire en 0, comprise entre 0 et mettons 100 kHz, on sait que c'est largement suffisant, et par pas de 10 Hz pour être un peu moins gourmand en ressources. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher chacune des sous-porteuses. J'ai détecté qu'il y avait 4 signaux, gauche plus droite, la stéréo, le tone, gauche moins droite et le RDS. Et ce que je voudrais faire, c'est amener chacun de ces signaux autour de 0 Hz. Donc qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez que maintenant, grâce à mon Frequency Translating FIR Filter, je peux jouer
Alors, sauf que clairement j'ai fait une faute, évidemment, puisque, pardon, ici j'ai décimé de 4, ici j'ai décimé de 2, et j'ai oublié de préciser à mon Frequency Translating Fear que je ne suis pas à Semprate, mais je suis à Semprate divisé par 8, donc du coup, sinon, les fréquences d'échantillonnage sont fausses et ils ne travaillent pas au bon rythme. Donc si maintenant je reprends correctement mon Frequency Translating Fear, vous constatez que si je joue sur le Frequency Translating, comme on l'a vu auparavant, le fait de décaler l'oscillateur local, ça me permet de promener mon spectre selon l'axe des abscisses. Et vous voyez que si je viens mettre à 19 kHz, je viens mettre la détection du tone de stéréo autour de 0 Hz, donc je vais pouvoir faire une analyse, est-ce que le tone est présent ou pas. Si j'ai détecté le tone, eh bien je peux me ramener à 38 kHz, c'est-à-dire je peux aller chercher la composante left moins right, c'est-à-dire gauche moins droite, autour de 0 Hz, donc je vais pouvoir démoduler le signal de l'oreille droite. Et ce qui m'intéresse pour la fin de cet exposé, c'est de vous montrer que je vais pouvoir ramener le signal RDS, donc les deux signaux qui ont un rapport signal à bruit un peu moins bon, donc il faut que je moyenne. Vous voyez que là, vous avez le signal RDS, si je zoome maintenant, vous avez le signal là, voilà le signal RDS qui va m'intéresser pour la fin de cette présentation. Si je zoome comme ça, voilà, c'est mieux. Donc vous avez ici gauche moins droite et vous avez le RDS que je viens de ramener de 57 kHz. Donc vous voyez que cette technique de rotation du spectre en venant multiplier par un oscillateur local, c'est quelque chose qu'on utilise sans arrêt. On va ramener le signal qui nous intéresse dans les sous-porteuses autour de 0 Hz. Et là, ce que vous constatez, c'est que j'ai rejeté très loin à moins 57 kHz le signal audio-fréquence et je suis venu zoomer ici sur le signal RDS pour l'amener autour de 0 Hz. Et si j'ai amené le signal RDS autour de 0 Hz, je vais pouvoir analyser ces caractéristiques. D'accord ? Donc vous voyez que la chaîne que j'ai mise en place pour détecter RDS, le signal numérique transmis sur les radios FM, je peux le détecter par cette transposition de fréquence. Et cette transposition de fréquence, j'ai commencé en vous montrant qu'elle était arbitraire à DF, mais si au lieu de mettre DF à 0 Hz, je mets DF à 57 kHz, donc en fait je prends par valeur par défaut 57 000 Hz, 3 fois 19 000, je vais automatiquement détecter le signal RDS, le signal Radio Data System, qui va s'apparaître à l'exécution. Voilà, donc vous voyez que maintenant, j'ai automatiquement amené autour de 0 Hz le signal RDS que je vais pouvoir venir utiliser parce qu'il suffit que je mette un filtre passe-bas autour de ce signal pour l'isoler et pour le détecter. Donc, encore une fois, pourquoi aujourd'hui j'ai juste mis un TAPS qui est égal à 1, c'est-à-dire je maintiens tout, mais si on reprend l'exemple qu'on a fait auparavant, je vais mettre des coefficients d'un filtre passe-bas qui vont me permettre d'isoler le signal qui m'intéresse et de rejeter tous les autres, et par conséquent de pouvoir traiter ce signal uniquement et de m'affranchir de la pollution que pourraient amener les autres signaux. Donc voilà ce que je viens de faire. Je viens de partir du spectre complet du signal dans la bande FM. J'ai ramené le signal RDS en bande de base. Et maintenant, dans la demi-heure qui me reste, je voudrais vous montrer comment on peut analyser ce signal RDS. Alors, encore une fois, on ne va pas faire tout d'un coup. On va y aller étape par étape. Alors, RDS est un signal qui est modulé en phase. Alors c'est intéressant parce que du coup, ça me permet d'avoir abordé pendant cette séance de cours les trois modes de modulation que sont la modulation de fréquence, la modulation d'amplitude et la modulation de phase. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça me permet de rappeler les trois grandeurs sur lesquelles on manipule. Donc si je reprends ma feuille de papier, si je prends un signal S de T, un signal, ça s'écrit amplitude fois la partie harmonique, donc un cosinus de 2π, une fréquence que je peux indexer du temps, plus une phase.
Et donc je peux jouer sur chacune de ces grandeurs, je peux jouer sur l'amplitude, je peux jouer sur la fréquence et je peux jouer sur la phase. Et ça vous donne la modulation d'amplitude AM, la modulation de fréquence FM ou la modulation de phase PM. Et historiquement, AM c'était le premier mode de modulation parce que c'est le plus facile à démoduler, c'est simplement un redresseur, donc en mettant une diode et un filtre passe-bas, on détecte AM. Un petit peu plus compliqué, FM, ça nécessite une boucle à verrouillage de phase, donc ça c'est un détecteur par un redresseur, ça c'est une boucle à verrouillage de phase, et puis la phase, le PM, c'est le mode de modulation le plus compliqué parce qu'il faut vraiment retrouver exactement la porteuse pour pouvoir extraire la phase. Rappelez-vous, ça j'appelle ça, ces deux termes, une grande phase, que j'appelle 2πft plus phi, et ça, c'est l'information que je cherche à porter, alors que ça, c'est la partie qui varie linéairement et que j'appelle variation de fréquence. Mais ce terme-là, c'est un terme, si je veux détecter l'information portée par PM, il va falloir que j'arrive à m'affranchir de ce terme, sinon vous allez vous retrouver avec une dérive linéaire de la phase qui va vous empêcher de détecter les petites fluctuations du message que vous cherchez à transmettre. Alors, du coup, comme on profite de GNU Radio pour essayer de se familiariser avec les préceptes du traitement numérique des signaux en temps discret, je vous propose qu'on essaye de fabriquer, on a déjà fabriqué un signal modulé en amplitude, je vous rappelle que pour le signal modulé en amplitude, on a pris une sinusoïde et on l'a multiplié par l'enveloppe. Pour le signal modulé en FM, on a utilisé le NBFM ou le Wideband FM emitter. Et je vous propose qu'on essaye de fabriquer un signal modulé en phase avec les propriétés qui nous permettront de montrer comment le démoduler. Alors, un signal modulé en phase, c'est quelque chose qui peut être relativement complexe et riche. Dans notre cas, on va s'intéresser à la modulation de phase la plus ancienne qui s'appelle le BPSK, Binary Phase Shift Keying, et que vous allez trouver dans beaucoup de modes numériques de communication. Alors si je reprends, dans le mode de modulation qui va m'intéresser, BPSK, vous dites que donc c'est binary, donc c'est binaire, ça veut dire qu'on va avoir deux cas possibles de phase qui va être transmise. On peut avoir les bits 0 ou 1 qui vont être transmis sous forme, donc des valeurs numériques, sous forme d'une phase qui peut avoir 0 ou pi. Et vous allez voir que ça a plein de propriétés mathématiques extrêmement intéressantes. Dans ce mode de modulation, vous voulez transmettre deux états possibles de bits, 0 ou 1, sous forme de deux états de phase, 0 ou pi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que vous allez transmettre 0 ou pi? Eh bien, ça veut dire que partant d'une porteuse que vous allez émettre, vous allez tantôt faire tourner la phase de 0 ou de pi selon la valeur du bit que vous voulez transmettre. Alors, à quoi ça ressemble? Imaginez que j'ai une porteuse, et cette porteuse, c'est une sinusoïde. On va dire que c'est à peu près une sinusoïde périodique, même si c'est pas très joli comme je l'ai dessiné. Et donc, lorsque je veux transmettre, mettons, un 0, je vais envoyer la même chose. Ça, par exemple, phase égale 0, c'est ce cas ici. Imaginez que maintenant, je veux envoyer un 1. Eh bien, lorsque je vais vouloir envoyer un 1, je vais envoyer une rotation de phase de 180 degrés. Voilà, un phi égale pi. Vous voyez que je suis en opposition de phase par rapport à l'état de ma porteuse. Et cette fois-ci, j'ai le cas où phi est égal à pi, donc j'ai transmis le 1. Donc ça, c'est un bit à 0. Ça, c'est un bit à 1. Et puis, je vais renvoyer de nouveau un 0. Donc, je vais me remettre en phase avec mon signal d'origine. Donc, par exemple, voilà un 0. Et si je veux renvoyer un deuxième 0, je continue à être en phase, etc. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. BPSK, c'est une modulation dans laquelle vous prenez une porteuse et lorsque vous voulez envoyer un 1, vous envoyez l'opposé par rapport à cette porteuse. Et lorsque vous allez envoyer un 0, vous allez envoyer la porteuse. Et donc,
déjà, on va essayer de synthétiser ce signal, ça va être la première chose. Et la deuxième chose, je vais essayer de vous montrer comment on reçoit ce signal. Et la difficulté pour recevoir ce signal, c'est qu'il va falloir se synchroniser. Et c'est pour ça que historiquement, les gens ont commencé par AM puis FM, parce que c'est ce qu'on appelle des modes de communication dans lesquels on a incohérent, c'est des modes de communication incohérents dans lesquels on n'est pas obligé de retrouver la porteuse, on peut juste avoir une estimation grossière. Alors, donc même si votre oscillateur local est un peu faux, vous allez pouvoir retrouver l'enveloppe du signal AM ou la fréquence du signal FM avec une boucle à verrouillage de phase, quitte à être légèrement décalé et avoir un offset, un biais sur le signal que vous avez démodulé. Alors que dans un mode de communication cohérent tel que celui-là, il faut que vous retrouviez exactement la porteuse telle qu'elle a été émise. Et ça, ce mode cohérent de communication dans lequel vous devez refabriquer en local la porteuse qui a été émise, elle est handicapée par le fait que l'émetteur et le récepteur ne sont pas cadencés par le même oscillateur et auront donc une légère différence. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à corriger pour faire de la réception BPSK, du Binary Phase Shift Keying. Donc, comment je vais faire cet objet? Eh bien, je vous propose qu'on commence déjà par fabriquer un signal BPSK on va faire quelque chose de très similaire à ce qu'on a fait avec la modulation d'amplitude. Dans l'émetteur AM, on a dit qu'on avait un signal et on venait moduler une porteuse. Sauf que là, on modulait l'enveloppe de la porteuse, c'est-à-dire le terme A de t dans A fois cosinus de pi f de t fois t plus phi de t. Et cette fois-ci, ce n'est pas la grandeur qu'on veut moduler, c'est la phase. Donc on va repartir d'une feuille blanche. Et je vais faire exactement comme on a fait jusqu'à maintenant, vous connaissez bien, donc je vais déjà commencer par me donner un petit peu de marge sur la fréquence d'échantillonnage. Je vais commencer par sauver un nom pour que on n'ait plus ce point rouge qui apparaisse. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est on va se fabriquer une porteuse. Donc la porteuse, maintenant on a l'habitude, c'est une source complexe qu'on va mettre par exemple à 30 kHz au hasard. Et on va venir moduler cette porteuse avec le signal en BPSK. Donc le signal BPSK, ça va être comment je fais faire pour introduire une phase de pi. Rappelez-vous, une phase de pi, c'est une phase dans laquelle, si je reprends mon bout de papier, lorsque je viens passer une phase de exponentielle de J-phi, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une phase phi à le moins ici, mettre un moins pour avoir le signal opposé, c'est exponentielle de J de phi plus pi. D'accord? Donc en fait vous voyez que si je veux rajouter pi à la phase, c'est prendre l'opposé du signal. Donc en fait le signal, je vais soit le transmettre à l'identique, soit je vais prendre son opposé. Donc ce que je vais faire dans le signal ici qui va moduler, je vais dire que c'est un signal réel carré. Et ce signal carré, alors en fait, il ne faut pas être... ils mentent un petit peu, les gens de GNU Radio. Ils appellent ça offset et amplitude, mais en fait, c'est la valeur, dans le cas du signal carré, c'est la valeur minimum et la valeur maximum. C'est-à-dire, en fait, si vous regardez à l'oscilloscope ce signal que j'émets lorsque je définis un carré d'offset 0 et d'amplitude 1, d'ailleurs, le mieux, c'est qu'on le regarde, comme ça on va s'en convaincre. Je vais commenter celui-là, encore une fois, toujours bien vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc je vais prendre un oscilloscope, et si je regarde à l'oscilloscope la forme de ce signal qui est un flottant, et que je pense bien à mettre un bloc accélérateur pour ne pas mettre à genoux la puissance de calcul de mon ordinateur, eh bien je vais m'assurer que je connais bien la forme du signal que je suis en train de transmettre. Voilà, je vous propose qu'on s'assure qu'on comprenne bien ce qu'on fait, et ça c'est un flottant, voilà. Donc, je vais exécuter et on se convainc que le signal qu'on envoie, il ne va pas complètement respecter nos attentes, c'est-à-dire qu'on a un signal qu'on croit être d'amplitude 1 et d'offset 0, donc on croirait qu'il va entre moins 1 et 1, et en fait on voit qu'il n'en est rien, on constate que la valeur minimum est à 0 et la valeur maximum est à 1. C'est pas ça qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est pouvoir inverser la phase ou la garder pareille, c'est-à-dire plus 1 ou moins 1. Donc vous voyez qu'on est obligé de tricher un petit peu, on va donner un offset de moins 1
et on va prendre une amplitude de 2, et grâce à ça, la valeur minimum vaut moins 1, la valeur maximum vaut moins 1 plus 2 égale plus 1, et là, maintenant, on va avoir le bon résultat, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase qui va pouvoir varier entre moins pi et pi, c'est-à-dire, voilà, vous avez un signal qui est à moins 1, ça va être la représentation du pi, vous avez un plus 1 qui va être la représentation du zéro de phase, ou le signal qui reste en identité, et on a bien les deux niveaux qui nous intéressent. Donc on refait exactement la même opération qu'on a faite auparavant, étant donné qu'on veut pouvoir multiplier la porteuse par ce signal, on va lui rajouter, on va aller d'un flottant vers un complexe et on va lui rajouter une partie imaginaire nulle, comme on l'avait fait auparavant, donc une constante que je viens chercher. Et cette constante, je vais la mettre égale à 0, comme on l'avait fait juste auparavant. Donc je dis que c'est un flottant. Je viens sur la partie imaginaire mettre cette partie flottante, et une fois que j'ai fabriqué le signal modulant et la porteuse, je peux venir chercher le bloc de multiplication, et encore une fois ça répond à la question de la pause, dans laquelle la modulation est toujours une opération non linéaire, donc je viens intégrer ici cette multiplication, et je viens m'assurer de toujours bien vérifier sur le domaine temporel, est-ce que ce que je viens de faire, c'est bien ce que je voulais. Donc je vais vérifier à l'oscilloscope que là, j'ai bien fabriqué un signal BPSK. Donc vous voyez que j'ai une porteuse à 30 kHz, que je viens de moduler avec un signal audio-fréquence à 1 kHz carré, et ce que je voudrais, c'est que la phase change tantôt à 0, tantôt à pi, selon que je veuille envoyer la valeur de 0 ou de 1 du bit. Et donc voilà ce que vous voyez à l'oscilloscope, hein, si vous le faites pareil chez vous. Donc en fait, je vais arrêter la simulation. Ce que vous constatez, c'est que quand le signal est à 1, la porteuse reste inchangée. Quand le signal est à moins 1, la porteuse fait un saut de 180 degrés. Et donc vous voyez ici le passage d'un bit qui encode le 0 à un bit qui encode le 1. Alors en termes de complexe, vous voyez que ici le signal vient de passer de 0, le signal qui est transmis, à un signal qui est en opposition de phase, donc un moins 1, lorsque je transmets cette information-là. Donc là, on se convainc qu'on est bien en train de faire de la modulation BPSK. Alors, une fois qu'on a fait de la modulation BPSK, on va vouloir maintenant, là je suis en train de faire mon signal de simulation, mais une fois qu'on a fait le signal de BPSK, il nous reste maintenant à démoduler le signal de BPSK. C'est-à-dire qu'il nous reste à faire, si j'imagine que je veux faire ça avec du RDS, j'ai ramené le RDS à 0 Hz, et maintenant il faut que je le démodule. Alors, comment on va faire pour démoduler ? En fait, c'est très très facile. Puisqu'on a une porteuse à 10 kHz, il faut qu'on élimine la porteuse. Et ça, maintenant, on sait faire, parce que éliminer une porteuse, c'est transposer en fréquence. Donc, on va mettre un Frequency Translating Fear. Et ensuite, vu que l'information est portée sur l'argument, sur la phase, il suffit de faire un complexe to argument. Donc, on va faire ça. On va dire qu'on va éliminer la porteuse. Donc on va éliminer la porteuse avec une transposition de fréquence. Frequency Translating Fear, pardon, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Une fois que j'ai décalé la fréquence, je suis de nouveau en bande de base, c'est-à-dire j'ai ramené mon signal à 0 Hz. Je viens chercher l'argument, c'est-à-dire la phase du complexe. Et une fois que j'ai la phase du complexe, si je trace la phase du complexe, je vais avoir le résultat, donc je vais regarder dans un time sync le résultat de cette opération. Et donc comme c'est une phase, eh bien je peux afficher ça dans le domaine temporel, voilà. Donc ici j'ai ma chaîne de traitement qui est la chaîne de transmission BPSK dans laquelle, je reviens un peu au début, j'ai fabriqué le signal BPSK ici, et je viens détecter le signal BPSK, on va pousser un petit peu ça pour avoir plus de place, afficher le signal BPSK qui est ici. Il ne me reste plus qu'à définir de combien je déplace la fréquence, et comme j'ai une porteuse à 30 kHz, eh bien je vais vouloir
décaler la fréquence. Alors, je ne vais pas l'appeler 30 kHz, je vais l'appeler DF. Comme d'habitude, hein, j'ai une fréquence de transposition, donc je vais me donner un ascenseur, et cet ascenseur, je vais l'appeler DF en disant qu'il est compris, par défaut, il vaut les 30 000 Hz de la porteuse, mais je vais me laisser un peu de marge, je vais dire que, mettons, qu'il est entre 29 000 et puis 31 000, comme ça on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe si l'oscillateur n'est pas exactement à la bonne fréquence. Et donc, si j'exécute cette chaîne de traitement, hein, donc on se convainc que tout le début ici, cette première moitié, c'est la synthèse d'un signal BPSK, et ça, c'est la réception du signal BPSK. Et ce que vous constatez, ça marche plutôt pas mal, c'est-à-dire que j'ai émis, autoscale, j'émets un signal carré à 1 kHz, je porte l'information sur la phase du signal à 30 kHz et je reçois bien un signal à 1 kHz. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant, ça marche bien. Mais ça marche bien parce que l'émetteur et le récepteur sont cadencés par le même oscillateur. Vous voyez que j'ai émis à 30 kHz, j'ai reçu 30 kHz et j'ai dit que c'était 30 kHz. Et ça, c'est triché. Parce qu'en réalité, votre émetteur et votre récepteur, ils ne sont jamais colocalisés, ils sont distants l'un de l'autre, ils ont des oscillateurs locaux qui dérivent l'un par rapport à l'autre, et ils ne sont jamais tous les deux à 30 kHz. Et que se passe-t-il si je commence à introduire un écart de fréquence? Eh bien, ma fréquence en arrivée, vous voyez qu'elle commence à se polluer là. Il va y avoir des problèmes parce que ma fréquence, ça va être la somme d'un signal qui varie linéairement avec un signal qui sont les sauts de fréquence. Et donc là, ça ne va plus aller du tout parce que plus l'écart est important, plus les rotations de phase sont importantes et plus la détection de la phase ne va plus marcher. Donc le BPSK, ça ne marche bien que si j'ai réussi à refabriquer exactement la porteuse qui a été émise. Et le problème, c'est que exactement, c'est très compliqué. On va voir peut-être un jour que c'est ce qui est utilisé pour GPS. Et GPS, ce sont des satellites qui bougent. Et si je bouge, j'ai du décalage Doppler. Donc je vais avoir un écart de fréquence. Alors, une autre façon de voir cet effet, si vous êtes familier avec ce qu'est une constellation, on peut regarder ça dans le diagramme de constellation. Un diagramme de constellation, si vous tapez constellation dans la loupe, vous allez avoir une façon de représenter la constellation, c'est tracer la partie réelle en fonction de la partie imaginaire. Et la constellation, ça vous permet de très facilement retrouver quelle est la phase, parce que vous savez que dans la représentation d'un nombre complexe, la distance à l'origine vous donne le module, et la position du point par rapport à l'axe des abscisses, ça vous donne la phase. Et vous voyez que lorsque je regarde dans un diagramme de constellation la modulation BPSK, j'ai deux valeurs possibles, plus 1 et moins 1. Mais si je ne suis pas exactement à la bonne fréquence, si je suis légèrement décalé par rapport aux 30 kHz nominaux, vous voyez que ma constellation elle tourne. Parce qu'en fait, je ne suis pas en train de détecter le signal à la bonne fréquence. Et si je vais dans l'autre sens, au lieu d'être un petit peu trop bas, je suis un peu trop haut, vous voyez que maintenant je tourne dans l'autre sens. Donc en fait le problème en termes de synchronisation, c'est que si vous n'êtes pas synchronisé, je vais enlever un des affichages pour pouvoir le voir simultanément, on va envoyer celui-là est moins intéressant. Si vous n'êtes pas synchronisé, si vous avez le moindre écart de fréquence entre l'émetteur et le récepteur, vous constatez que la constellation tourne, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de mal à détecter si votre bit qui a été transmis, c'est 1 ou 0. Vous voyez que là, la constellation tourne sans arrêt, donc il faut que vous arriviez à rattraper qu'est-ce que l'état de ce bit, est-ce que c'est plus 1 ou est-ce que c'est moins 1, c'est refait, est-ce que c'est 0. Et là, j'ai arrêté, je suis dans le cas idéal, donc je vais pouvoir sélectionner, ça c'est le bit à 1, ça c'est le bit à 0. Et puis si je reviens dans l'autre cas, vous voyez que ça tourne dans l'autre sens et je ne vais pas réussir à rattraper. Donc c'est pour ça qu'on dit que la modulation de phase, c'est la plus compliquée, parce que la modulation de phase nécessite que vous reproduisiez exactement la porteuse qui a été transmise. Alors, maintenant, il faut une astuce, sachant que l'émetteur et le récepteur ne sont pas colocalisés, il nous faut une astuce pour refabriquer la porteuse qui a été émise. Et quand je dis refabriquer, c'est exactement au hertz près, la refabriquer, pas refaire une approximation comme le fait la modulation de fréquence, le démodulateur de fréquence. Et l'astuce qui est utilisée pour ce faire, vous voyez que voici l'expression mathématique d'une modulation en phase. Vous voyez que j'ai exponentielle de J2π l'écart de fréquence entre l'émetteur et le récepteur.
Donc c'est ce résidu que je montrais auparavant quand je déplaçais mon Frequency Translating Fear Filter. Et j'ai la phase modulée BPSK qui est comprise entre 0 et pi. Et l'astuce qui est utilisée, c'est de dire, si je prends ce signal et que je le mets au carré, vous voyez que je vais avoir le double de l'argument. Exponentielle de jx au carré, c'est exponentielle de 2jx. Donc, je vais prendre le 2 qui est ici, je vais le mettre à l'intérieur, je vais récupérer 2 fois delta f, l'écart de fréquence, et je vais récupérer 2 fois la phase du BPSK. Mais la phase, elle vaut 0 ou pi. Donc quand vous le multipliez par 2, ça va vouloir 0 ou 2 pi. Et 0 ou 2 pi, c'est 0 modulo 2 pi. Donc vous voyez que j'ai éliminé la modulation en mettant le signal au carré. Ça veut dire qu'en prenant un signal modulé BPSK et en le mettant au carré, j'élimine l'étalement de spectre introduit par la modulation. Je n'ai plus qu'une porteuse pure, et cette porteuse pure se trouve au double de la fréquence entre l'émetteur et le récepteur. Et donc, si j'ai une porteuse pure au double de la fréquence, je peux estimer la fréquence, il suffit que je divise par 2, et je peux la compenser. Et donc, je peux retrouver exactement la porteuse de l'émetteur au niveau du récepteur, parce que je vais faire une chaîne dans laquelle, une fois que j'ai trouvé delta f, je peux éliminer delta f, et il ne me restera plus que exponentielle de j-phi. Tout ce travail que je viens de vous décrire, c'est le travail qui est pris en charge par un bloc qui s'appelle boucle de Costas. Ce travail de dire, lorsque j'ai une modulation de phase d'ordre n, parce qu'en fait j'ai donné le cas BPSK, mais si vous êtes en NPSK, c'est-à-dire n dans les modulations complexes type Wi-Fi, Bluetooth, où vous avez des modulations en phase complexes avec 8, 16 jusqu'à 64 états de phase possibles, et bien lorsque vous avez du NPSK, vous mettez votre signal à la puissance n, ça élimine la modulation et ça vous donnera l'écart à la porteuse multiplié par n. Lorsque vous retranchez cet écart à la porteuse du signal d'origine, vous n'avez plus que la modulation de phase que vous pouvez décoder. Donc, pour conclure mon exposé, je vais vous montrer ce qui se passe quand on vient introduire une boucle de Costas. Donc, quand vous voulez chercher la boucle de Costas, c'est la Costas Loop. Alors, la Costas Loop est un bloc dont on va dire qu'il est un petit peu mystérieux, ou en tout cas, il y a pas mal de paramètres. Et lorsque vous double-cliquez sur la boucle de Costas, dans la documentation, on vous donne la solution. Alors dans la boucle de Costas, on vous explique que la bande passante de l'asservissement, puisque c'est un asservissement, on va détecter l'écart de phase et on va le corriger, vous mettez 2π sur 100. Donc on ne va pas rechercher. La loop bandwidth, on va prendre 2π sur 100, on va faire comme il faut 2π divisé par 100. Et la documentation n'est pas extrêmement limpide sur ce point-là. Ce qu'ils appellent l'ordre de la boucle, c'est en fait le n dans ce que je viens de dire. Ça, c'est du BPSK, 2 états de phase possibles, QPSK, 4 états de phase possibles, donc 90, 180, 270 et 0 degré, et 8 PSK. Donc nous, on est dans du BPSK, donc on va mettre un ordre de 2. Donc vous voyez que je vais mettre ici un ordre de 2 sur le BPSK, et je vais envoyer le résultat. Je vais oublier ces deux-là. Maintenant qu'on comprend ce qu'est une constellation, on ne va pas se fatiguer avec le domaine temporel. Je vais prendre ma constellation et je vais lui mettre 2 entrées. Comme ça, je peux vous montrer ce qui se passe avec et sans la boucle de Costas. Et dans ma boucle de Costas, je vais mettre en entrée la sortie de ma transposition de fréquence et, c'était bien ici, je vais mettre ça sur la deuxième constellation. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? Si j'exécute avec cette boucle de Costas, vous allez constater que la boucle de Costas va faire exactement ce que je viens de vous raconter. Elle va estimer l'écart entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception, la compenser et l'annuler. Donc vous voyez, là je suis dans le cas idéal, j'ai émis à 30 kHz, je reçois à 30 kHz, la constellation ne tourne pas. Mais si je me trompe, vous voyez que la constellation tourne au rythme de l'écart de fréquence. Ici, la constellation tourne à 1 Hz. Mais Costas a fait son travail. Costas, c'est le rouge, c'est l'entrée numéro 2. Vous voyez que Costas, il est sur l'entrée sur la deuxième entrée ici. Vous voyez que Costas a compensé l'écart de fréquence, il a trouvé l'écart de fréquence et il l'a compensé. Et puis ça continue comme ça. Si je fais un écart dans l'autre sens, plus je m'éloigne de la fréquence
Là, la constellation tourne très vite et vous voyez que Costas a trouvé l'écart de fréquence entre l'émetteur et le récepteur, l'a annulé et j'ai bien mes deux états de bits qui restent stables. Ici un état -1, c'est-à-dire le bit 1, et ici un état 1, c'est-à-dire le bit 0, ou le contraire, ça n'a pas d'importance. L'assignation entre phase et bit, c'est arbitraire, c'est vous qui décidez. Et donc, vous voyez que la boucle de Costas nous permet de garantir que la constellation reste stable et va nous permettre d'identifier chaque état de bit. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile en communication numérique parce que ça vous permet de faire de la communication en portant de l'information sur la phase. Et aujourd'hui, tous les modes modernes de communication utilisent ce moyen le plus efficace de porter l'information, qui est la modulation de phase. Alors, je ne vais pas rentrer en détail cette fois-ci, on aura peut-être l'occasion ultérieurement de rediscuter de ça plus en détail, mais ce problème de synchronisation de la porteuse, vous le retrouvez exactement identique sur l'horloge au moment de laquelle on échantillonne les symboles. Les symboles sont émis à un certain rythme, vous croyez que vous les recevez au même rythme, mais en réalité, vous êtes légèrement décalé et il faut non seulement que vous resynchronisiez la porteuse avec la boucle de Costas, mais il faut en plus que vous resynchronisiez le moment où vous capturez les échantillons. Il existe un certain nombre de blocs qui font ce travail dans GNU Radio. Celui que je connais le mieux, c'est le système qui récupère l'horloge selon un algorithme dit de Müller et Müller. Donc en fait, si vous demandez dans l'aide le Müller et Müller Clock Recovery, on vous donne la référence bibliographique, l'article d'où est issu cet algorithme. Voilà la référence. Voici la référence bibliographique de la description de Müller et Müller. Donc en fait, vous pouvez retrouver la description de l'algorithme de Müller-Müller. En gros, il regarde les transitions de phase entre -1 et 1 ou 1 et -1. Et chaque fois qu'il y a une transition de phase, il réajuste son horloge de façon à se synchroniser. Donc voici une chaîne de réception numérique complète. Vous voyez que j'ai simulé à gauche la modulation en BPSK. Une fois que j'ai reçu le signal, je fais l'équivalent d'une transposition de fréquence telle que le ferait le récepteur avec son mélange. J'ai la boucle de Costas qui annule l'écart entre la porteuse de l'émetteur et la porteuse du récepteur. J'ai rajouté un contrôle de gain automatique parce que Müller et Müller fait des détections de front et ils aiment bien que l'amplitude soit unitaire. Et finalement, une fois que j'ai Müller et Müller, je peux afficher la constellation des symboles. Et lorsque vous avez mis tout ça en place, vous avez une chaîne complète de réception de RDS. J'ai rajouté ici la partie numérique que je n'ai pas abordée puisque c'est un post-traitement en Python que mon collègue Thomas Lavarenne a mis en place. Et vous voyez ici, par exemple, ce que vous recevez sur la sous-porteuse numérique transmise. Donc ici, c'est France Inter, par exemple, avec le titre de l'émission qui s'accumule petit à petit. Voilà, ça conclut mon intervention d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu comment on pouvait utiliser GNU Radio pour traiter des signaux synthétiques, que ça soit de la modulation de fréquence, de la modulation de phase, de la modulation d'amplitude. J'ai essayé de vous montrer comment on peut aussi démoduler ces signaux, comment on peut adresser les différents challenges de ces modes de communication. Et puis, je pense que vous avez tous les outils maintenant pour essayer de vous approprier au mieux le traitement numérique du signal avec sa richesse. Vous avez vu que tout ce qui est enregistré peut être retraité grâce au Frequency Translating Fear. Donc il suffit de ramener en bande de base les différentes composantes spectrales de votre signal et vous pourrez les appréhender les uns après les autres. Et en rejouant ce signal de flux de données IQ que vous avez enregistré, vous pourrez réessayer autant de fois que vous le voulez de rejouer votre traitement jusqu'à l'avoir perfectionné. Une fois que votre chaîne de traitement est parfaite, vous l'appliquez sur des signaux réels. Et donc, encore une fois, je conclus mon intervention avec ces petits récepteurs qui vous permettent de mettre en pratique le traitement sur les signaux en temps réel.